Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IADM. On a vu ce matin dans le journal que la situation aux urgences se détériorait. J'ai l'impression qu'on rejoue toujours dans le même film depuis des décennies. Décris-nous un peu ce qui se passe. Ben oui, c'est ce qu'on voyait, là, le dossier qui est sorti là, de l'IADM. Ce qu'on a vu, c'est en fait, on a pris les données de Santé Québec. Puis ce qu'on constate, c'est que depuis l'élection de la Coalition Avenir Québec, octobre 2018, puis on compare aux dernières données disponibles, donc 2025-2026, un patient qui va aux urgences, un patient type qui va aux urgences, va attendre environ 5h12 minutes de façon médiane. Donc, il y a 50% des patients qui attendent moins que ça, 50% qui attendent plus que ça. 5h12 minutes, c'est 41 minutes de plus que lorsque la CAQ a été élue. Par contre, depuis ce temps-là, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a de l'argent qui a été dépensé en santé. Un peu, oui. Un petit peu. C'est juste une augmentation légère de 24 milliards de dollars pour le poste de la santé. On se rappellera quand même que c'est 42% des dépenses de portefeuille au Québec, la santé. C'est le mammouth budgétaire. Et pourtant, les gens qui se rendent aux urgences attendent de plus en plus longtemps. Il faut juste, par contre, spécifier que depuis l'année dernière, il y a eu une amélioration de 11 minutes. Donc, on a marché très longtemps au sein de la Coalition Avenir Québec dans la mauvaise direction. On a fait quelques pas dans la bonne direction. Donc, ça avait augmenté de 52 minutes, c'est ce que tu nous dis. C'est exactement ce que je dis. Donc, on voit que c'est problématique, là. J'essaie de suivre là, avec mes mathématiques avancées. Évidemment, tous les hôpitaux ne sont pas nés égaux là, dans cette évaluation de la performance. Effectivement, on a des hôpitaux comme Albert Prévost, qui est spécialisé pour ce qui est santé mentale, le patient type. Puis évidemment, c'est au niveau de la psychologie, de la santé mentale. Donc, c'est 14 heures, c'est particulièrement long. Mais il y a d'autres hôpitaux également qui c'est très long, en fait, à attendre. Là, on peut penser au Royal Vic, là, où on borde le 10 heures d'attente médian. Il y a même le CHUM à 8 heures. Puis c'est un peu normal que les gros hôpitaux, quand même, là, ont plus de cas complexes, donc c'est plus long. Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle du Québec, là, on le voit depuis plusieurs années, que le temps d'attente a augmenté. Puis il y a des éléments là, pour régler cette problématique-là, Francis. Au Québec, le problème, c'est que plusieurs sont sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Ouais. Et à ça, ce qu'on a vu récemment, c'est que, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à des guichets de médecine familiale. Pas guichets plutôt, mais des centres de médecine familiale, le fameux GMF. Mais en parallèle à ça, tu n'as pas accès à un rendez-vous avant des semaines et des semaines. Donc, quand tu as un bobo, tu peux pas aller voir ton médecin où c'est très, très long. Donc, tu te rends souvent aux urgences. Des P4, des P5 où c'est pas du tout prioritaire. P4, P5. Voilà, donc c'est des cas pas prioritaires. C'est des patients où... C'est l'évaluation au triage, le P1 qui est en train de mourir. Exact. Là, mettons, ou même la réalité. P1, c'est exactement. Ton pronostic vital est engagé. Donc, des P4, P5, des gens qui souffrent, mais que c'est jugé non urgent au moment du triage. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'as pas d'alternative. En France, eux, ils ont ce qu'on appelle les centres médicaux de soins immédiats. C'est l'équivalent d'une urgence, mais pour les P3. Donc, on peut penser à des fractures, des infections, jusqu'à P5. Donc, vraiment des cas moins lourds que des grands traumatismes. Et donc, ça permet justement de désengorger les urgences. Et c'est aussi que ça vient de la base, là. Donc, c'est des urgentologues, des infirmières qui opèrent ces centres médicaux-là. Et ça serait vraiment franchement intéressant au Québec qu'on adopte plutôt cette approche décentralisée qui, à toute fin pratique, là, c'est de la pratique mixte. Là. C'est-à-dire qu'on permettrait aux médecins de travailler à la fois dans le public et dans le privé. Ça se fait partout en Europe. Puis ça permettrait de désengorger les urgences ici. Ces centres médicaux de soins immédiats, là, ça prendrait quelle forme? Parce que là, en ce moment, on a les hôpitaux, on a les CLSC. C'est-tu comme d'autres bâtisses, d'autres lieux? Est-ce que ça se fait à l'intérieur même de l'infrastructure existante? Comment tu vois ça? Je vois pas ça comme étant dans l'hôpital. Là. Donc, il va probablement y avoir l'émergence d'entrepreneurs qui pourront permettre ce service-là. Et c'est là l'importance d'avoir la carte soleil qui couvre à la fois le public et à la fois le privé. Donc, c'est une discussion collective qu'on doit avoir. Parce que quand on parle des CLSC, souvent, on va me dire, oui, mais Gabriel, ce que tu proposes, c'est des CLSC. La différence, c'est que le CLSC, quand tu as un problème, tu vas le monter en haut au ministère, puis ça va redescendre. Donc, c'est un peu du haut vers le bas, tandis qu'ici, comme c'est des entrepreneurs, le médecin urgentologue qui voit le problème ne va pas aller voir le ministère. Évidemment, il y a un cadre réglementaire à respecter, soyons clairs, mais il y a beaucoup plus d'agilité terrain et donc ça va permettre, je le crois sincèrement, d'avoir une baisse justement plutôt une baisse du temps d'attente parce que justement on peut prendre en charge des gens avec un cas moins lourd. Mais juste pour revenir, mettons, les CLSC, là, on pourrait pas les convertir en d'autres choses, t'sais? Le problème, c'est la nature. Parce que à ma grande surprise, tu sembles dire qu'il faut ajouter quelque chose. J'ai tout de suite le tiroir caisse on va régler ça. Non, on va régler ça. C'est un très bon point. Ouais. Ce que je propose, c'est ici de justement additionner le secteur privé avec le secteur public. Sure. De dire, aujourd'hui,
quand si tu fais partie du secteur public, des médecins qui veulent avoir leur propre clinique peuvent l'avoir, offrir un service d'urgence, là, parce que c'est ça, mais pour des patients où c'est pas un accident de voiture, puis encore une fois, le pronostic vital est engagé, mais dire si tu as une fracture du bras, tu peux te présenter là, tu vas être soigné, il va y avoir plus d'agilité. Après ça, Francis, tu me dis, oui, mais Gabriel, les Québécois vont être plus soignés. Ça va peut-être coûter un petit peu plus cher si on y va avec le financement à l'acte. À court terme, probablement. Mais il y a des coûts aussi au fait de ne pas être soigné. Là. Je veux dire, le rationnement des soins de santé ne me semble pas être la solution à contraindre le budget. Là. Je pense qu'au contraire, on doit s'assurer justement de mettre le financement à l'acte pour que le patient se dise, ben moi, je veux être soigné, évidemment. Je vais aller là où je vais être mieux le traité. Puis ça, ben, au final, parce qu'il faut juste comprendre que le Québécois moyen, il n'est pas en amour avec le système de santé publique. Ce qu'il veut, c'est conserver l'universalité du système. Ce qu'il veut, c'est qu'il comprend que sur son chèque de paye, il y a 42% qui va servir justement à payer le système de santé. Quand tu y retournes, tu n'as pas envie de débourser. Pour ceux qui payent de l'impôt, d'ailleurs. Pour ceux qui payent de l'impôt. Effectivement. Mais donc là, encore une fois, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas cette pratique mixte à l'intérieur même des systèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument créer une autre... Parce qu'on a créé Santé Québec. On est bon, puis on en parlait hier, j'en ai parlé aussi avec d'autres, on est bon à créer des nouvelles structures, des nouvelles patentes dans le système de santé, puis ça ne fait que s'ajouter. C'est comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'on est très mauvais à remplacer des choses. C'est toujours des nouvelles affaires. Ce que tu sembles proposer, c'est encore une fois additif là, dans un budget, encore une fois, dans des bâtisses, dans les infrastructures. Je comprends que c'est du privé, mais je fais juste, en termes de budget, tu n'es pas dans une logique de remplacement, tu es dans une logique d'ajout. Je vois mal clairs. Comment on règle des problèmes avec plus, encore plus. Non, c'est un bon point. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a un problème au niveau des urgences. Voici ma politique publique pour les urgences. Soyons clairs, Francis. Je suis pas en train de dire qu'il faut garder Santé Québec. C'est pas ma politique générale de la santé. Donc, effectivement, il y a des choses à soustraire, pas juste à additionner. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on permet la pratique mixte aussi plus largement dans le système de santé, comme au Danemark, par exemple, ce qu'on constate, c'est que les médecins vont travailler dans le secteur public parce que leur corps réglementaire leur demande. Mais ensuite de ça, le temps passé au privé, donc à soigner des gens, à faire des chirurgies, a augmenté de 5,2 heures. Autrement dit, le temps pour les médecins de travail a augmenté de 5,2 heures. Et ça, je pense que c'est quand même franchement intéressant pour les Danois. Puis au Québec, on pourrait adopter un cadre réglementaire qui permettrait la pratique mixte puis qui s'assurerait justement que le patient gagne. Et donc, ça s'inscrit toujours dans une perspective universelle où on peut additionner le public et le privé plutôt que de dire l'approche idéologique. Non, c'est le public. On le sait qu'on a des longues listes d'attente. On le sait que le temps d'urgence augmente. On le sait aussi qu'on a des milliers de personnes en attente de plus d'1 an pour une chirurgie. Ça va prendre plus d'agilité. OK, explique-moi un truc quand même. Là. Pourquoi qu'un médecin, là, mettons, je comprends le privé, mais tu sais, j'ai une certaine affinité avec ça, mais pourquoi qu'un médecin qui gagne, combien ça gagne un médecin? 250 000, là, vraiment, au bas de l'échelle, puis tu sais, 300, 400, 500, 600 000 $. Pourquoi qu'un médecin dans le système public qui gagne 600 000 $, tu as besoin de lui donner un nanan additionnel de pouvoir aller dans le privé pour qu'il travaille davantage? Il y a quelque chose là-dedans qui me... C'est quoi le nanan? Ben, je sais pas pourquoi il travaillerait plus à cause soudainement il y a le privé. Ben voilà. C'est la question. Mais pourquoi? Mais c'est ça que je comprends pas. Je vais te le dire. Quand on regarde... T'es dans le public, tu gagnes un salaire qui est dans le 0,1%. Pourquoi tu les fais pas tes 5,2 heures additionnelles là? Pourquoi tu as besoin d'un autre affaire à côté? C'est la question. Puis la réponse est simple. Dans le public, notamment dans le cas danois, je pense que ça le démontre très clairement, dans le public, c'est beaucoup plus de paperasse. Dans le privé, il y a accès à des salles d'opération davantage. Donc, le travail qu'il fait, c'est beaucoup plus en opération. Il n'est pas médecin juste parce qu'ils aiment le titre médecin. Normalement, j'ose espérer que les gens font le travail qu'ils aiment. Et dans ce cas-là, les gens vont au privé. Les médecins, en l'occurrence, chirurgiens, vont au privé pour pratiquer. Mais c'est pour gagner plus, finalement. C'est toujours la Francis, je vais quand même pas m'expliquer aux gens de ne pas travailler plus pour gagner plus. C'est normal de travailler plus pour gagner plus. Mais pourquoi ça se ferait pas à l'intérieur du système encore public? Une fois, parce que justement, tu as une surbureaucratisation que tu n'as pas dans le privé. Alors, enlevons la bureaucratie et à quoi bon créer... Tu comprends? À quoi bon complexifier la chose? Tu veux changer la nature d'un système. Moi, je te dis, le système public, bonne chance pour le réformer. Je pense que c'est dans la complémentarité du public et du privé qu'on va y arriver. Mais fait que tu jettes la serviette, ce qui veut dire que je jette pas la serviette, je suis lucide. Le système existant, il est voué à dépérir, finalement. Là. Quand on regarde les 40 dernières années... C'est inchangeable. Je dis pas que on peut toujours améliorer, mais le problème, c'est qu'il faut pas se dire le public, c'est correct. Non, le public, il n'y a pas de problème. Mais la mécanique que permet la pratique mixte en additionnant public et privé, et à ça, on conjugue le fait de financer le patient à l'acte, permet justement
que le mécanisme joue de la concurrence et donc il y a une boucle vertueuse où si on n'est pas soigné dans le public, on va aller dans le privé. Si le privé est plus attractif, le public va perdre du financement parce qu'il va faire justement moins d'opérations, va faire simplement moins d'actes, donc il va falloir qu'il s'améliore. Il y a cette pression-là qui existe, qui aujourd'hui n'existe pas et qui devrait... Mais on risque de se retrouver avec un système quand même à 2 vitesses, non? Pourquoi? Parce que l'un qui n'est pas performant va en plus perdre du financement, donc va devenir de moins en moins. C'est comme l'effacement du public. Je comprends, mais c'est pas ce qu'on voit en Europe. C'est-à-dire, je le comprends intellectuellement, mais pratiquement, c'est pas ce qui se passe. On le voit en France, on le voit notamment en Suède. À Stockholm, à Saint-Goran, on a un hôpital là, qui est privé, gestion privée, qui performe particulièrement bien par rapport notamment au public, à plus de 10% plus efficace, mais au final, les gens vont aussi aller au public. Tu sais, à la fin de la journée, si tu t'en vas sur Internet puis tu constates que l'hôpital privé, ça va te prendre 20 minutes de plus de te faire traiter aux urgences, tu vas aller au public, puis il n'y a pas de problème. Il y a certains endroits dans le monde, effectivement, où c'est le cas où le public est plus performant que le privé. Voilà. C'est un des paradoxes toujours étonnant. C'est pas le cas au Québec, on va se le dire. Mais il n'y a pas de privé, c'est normal. Il y en a du privé. Très légèrement. Ouais. Avec une vraie pratique mixte, on pourrait avoir une vraie discussion, mais là, j'ai l'impression que c'est plus de l'enflure politique que d'être réellement ancré dans le privé. Faudra qu'on continue cette conversation hors d'onde de toi et moi, Gabriel Giguère. Merci d'être passé en studio. On se retrouve demain.